Bonjour, c'est Anne-Sandrine Di Girolamo au micro des Ondes de l'Imo, le podcast immobilier attentif et curieux. 2023, annus horribilis pour le marché immobilier. On l'a souvent dit et écrit. Mais j'ai souhaité aller au-delà des questions bancaires ou des questions d'assèchement du marché immobilier français pour me tourner vers la question géopolitique. Comment le marché français réagit-il aux conflits extérieurs à son territoire ? Est-ce que le marché immobilier français réagit aussi vite ou aussi bien ou aussi mal que ses homologues dans le monde à une crise ? Pour répondre à mes questions, c'est Éric Alouche, directeur général de ERA France, qui est venu. Éric Alouche, bonjour. Bonjour. Les conséquences de la guerre en Ukraine déclenchée en février 2022 se sont manifestées assez rapidement sur le marché immobilier international et la France n'a pas fait exception. À la fin de l'année 2023, c'est la guerre israélo-palestinienne qui a éclaté violemment, non loin des portes de l'Europe à nouveau, et je dirais aussi au cœur de notre société. Selon vous, est-ce que ce conflit récent et assez peu maîtrisé pour le moment risque de perturber l'équilibre déjà fragilisé par le contexte ukrainien sur le marché immobilier français, pris au sens large évidemment ? Alors, il est certain que les guerres, quelles qu'elles soient, ont un impact sur la psychologie des gens. Oui. Quand on voit des guerres, on s'inquiète. Ça crée des tensions, notamment les tensions actuelles concernant le conflit au Moyen-Orient, créent des tensions dans la société qui sont un peu plus aiguës que le conflit ukrainien. Ça a aussi des conséquences, puisque notamment concernant le conflit ukrainien, l'État est obligé de consacrer des ressources importantes en matière de défense, puisqu'il s'agit de réorganiser tout ça pour faire face aux potentiels risques qui existent dans ce domaine-là. Donc tout ça, ça a un impact. Ceci dit, je ne pense pas que le Français moyen, lorsqu'il achète sa résidence principale, va être impacté par la situation en Ukraine ou au Moyen-Orient. C'est pas encore assez proche, non, en fait. C'est pas. Oui, et puis je dirais, c'est des considérations qui sont de l'ordre de l'inquiétude, qui sont de l'ordre psychologique. Ça impacte effectivement les États, notamment concernant le conflit ukrainien, puisque ça a des conséquences sur le budget de l'État. Donc forcément, il y a moins de ressources. Et puis sur la question à consacrer énergétique dans le aussi. logement, exactement tout ça. Mais je dirais c'est relativement périphérique à ce sujet-là. Comme vous dites, le français moyen. Donc le français moyen, lui, réagit peu à ce contexte international, en fait. C'est bien ça. En fait, il est pas directement impacté. Après, encore une fois, ça a des conséquences forcément sur la psychologie des gens. Quand on voit des guerres à nos portes, on est inquiet. De même, les tensions avec la Chine, mais il y a plein de facteurs de tension. Il y a des tensions dans la société, il y a des tensions actuellement aussi, puisqu'on l'a vu au Parlement, il y a eu des tensions sur les lois qui ont été votées. Donc tout ça, ça crée un climat ambiant qui est délétère. Mais est-ce que pour autant, le Français moyen, pour revenir à ce Français moyen, va lui-même prendre la décision de ne pas acheter compte tenu de ça ? Je ne pense pas. Je pense pas. Voilà. Pour comparer par exemple avec Israël, on voit bien que le marché immobilier est en train de sombrer parce que eux, au contraire, sont directement impactés. Voilà, c'est ça la différence, c'est la notion de distance en fait. Absolument. Alors, oui. En Israël même, j'imagine que c'est un impact. Alors très sincèrement, je ne le connais pas. Ceci dit, effectivement, quand on envoie des centaines de milliers de réservistes se battre, c'est sûr qu'ils n'ont pas tout à fait l'esprit à aller acheter de l'immobilier ou à en vendre. Donc la préoccupation est pas la même et le degré des urgences non plus. Alors justement, vous qui êtes un franchiseur présent à l'international, né dans l'État du Kansas aux États-Unis en 1970, donc en plus vous n'êtes pas tout jeune. En 1993, c'est la première agence ERA qui est installée en France, et désormais vous êtes présent dans 17 pays européens, dont la Turquie. Comment est-ce que vous percevez la matière internationale, je dirais, chez ERA, en ce incluant la matière géopolitique, évidemment? Est-ce que vous avez des points de comparaison, par exemple, entre le marché français et puis les autres marchés européens, eu égard à cet environnement international ? Alors, merci de me rappeler notre âge, c'est très gentil, mais je le prends bien parce que c'est plutôt un gage d'expérience. Oui. Alors, la marque ERA a été créée en 1971 aux États-Unis. Elle a démarré ses opérations en 1972 aux États-Unis et nous sommes arrivés en France en 1993 en fait. Oui. Donc effectivement, on est assez ancien, on voit le marché français, on a une bonne connaissance du marché français. Aujourd'hui, on a bien évidemment des spécificités françaises qui sont liées à des raisons politiques, notamment à une structure bancaire qui n'a pas forcément la même façon de fonctionner que dans d'autres pays. En France, on fonctionne beaucoup avec des taux fixes, ce qui nous protège quelque part, ce qui protège les acquéreurs qui ne voient pas leur mensualité augmenter de manière extrêmement importante, ce qui est
un vrai problème pour ceux qui empruntent, parce que quand ils empruntent à des taux bas, effectivement, c'est très intéressant, mais quand les taux montent, c'est la catastrophe, mais une catastrophe énorme. Donc, beaucoup de pays européens ont tenu compte de cette expérience de 2008, la fameuse crise des subprimes, et aujourd'hui, on réduit un peu les taux variables. Ceci dit, il y en a encore beaucoup, notamment en Angleterre, notamment en Espagne, notamment dans d'autres pays. Et donc, effectivement, c'est un facteur de risque. En France, on est quand même protégé par tout ça. Alors, en France, on a toujours un peu plus d'inertie, c'est-à-dire que les choses vont moins vite. Elles arrivent souvent avec retard. Et je dirais les effets importants dans tous les sens sont moins marqués, notamment qu'aux États-Unis, puisqu'on sait qu'aux États-Unis, quand la reprise part, elle repart très fort. En France, quand la reprise part, elle repart doucement. Et puis quand ça plonge, ça plonge vraiment très fort. Aux États-Unis, ça tombe très fort. En France, ça tombe moins fort. Donc tout ça est relativement gommé. Ce qui nous fait un peu moins ressentir les effets. Ceci dit, ce qu'on vit aujourd'hui en France, à savoir des taux d'intérêt qui montent, à savoir des difficultés de solvabilité des ménages, des prix qui baissent, on le vit partout. On ne le vit pas seulement en France, tout simplement parce que ce phénomène est mondial en termes de taux, puisqu'on sait que les taux de la Banque Centrale Européenne sont aussi liés aux taux américains, puisque quand on emprunte sur les marchés financiers, évidemment, si c'est plus intéressant d'emprunter dans un endroit, on va emprunter dans un autre endroit, donc il faut rester attractif. Donc tout ça est aujourd'hui interdépendant. Le monde est interdépendant. Et donc, on retrouve ces phénomènes un petit peu partout, notamment avec des prix qui ont tendance à baisser. Alors, en France, ils ne baissent pas tant que ça. Alors, il y a d'autres raisons pour lesquelles ils ne baissent pas tant que ça. Mais dans certains pays européens, ils baissent beaucoup plus fort. Il faudrait d'ailleurs que les prix baissent de manière à établir une corrélation entre la diminution du volume de vente et la baisse des prix. Et le fait que les prix baissent n'est pas un problème, même pour celui qui vend, puisque celui qui vend, il se dit, bah oui, je vends moins cher. Si j'avais vendu il y a 2 ans, effectivement, ou 3 ans, j'aurais vendu plus cher. Bah oui, mais il va acheter moins cher. Oui, ça s'appelle le marché. Voilà, donc ce qu'il perd d'un côté, il le gagne de l'autre. Donc, faut pas non plus stresser avec ça. L'immobilier est de toute façon, de manière tendancielle, et on a cette expérience et ce recul de plusieurs dizaines d'années, toujours un bon placement. Et acheter de l'immobilier est toujours une bonne chose. Alors évidemment, on n'achète pas de l'immobilier comme une baguette de pain. L'immobilier, c'est quelque chose qui s'inscrit dans le temps, compte tenu notamment des coûts, notamment les frais de notaire, etc., qui sont induits par tout ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que l'immobilier, de toute façon, reste quelque chose d'extrêmement attractif et ça ne va pas s'arrêter. J'ai trouvé très intéressant que vous rappeliez que le marché français fonctionne en soi, je dirais, avec lui-même, et il réagit moins vite, moins fort que certains autres pays. Vous, en tant que directeur général de HERA France, et vous qui avez l'information sur les autres pays, en quoi ces informations vous influencent-elles dans votre quotidien de directeur général ? Les informations, c'est-à-dire les informations au niveau européen ? Oui. Oh, je dirais assez peu finalement, parce que... Vous aussi, vous êtes à part. Non, mais un petit peu, assez peu, parce que on est quand même en France, on a suffisamment de choses à gérer, on a des spécificités en France, notamment la politique du logement qui aujourd'hui n'est pas celle qu'on souhaiterait, l'insuffisance de logements qui sont construits. Alors on nous parle de l'immobilier comme d'une rente, alors qu'en fait l'immobilier est un domaine essentiel sur lequel l'État doit effectivement imprimer une direction, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, la direction, on ne la voit pas, hormis d'entendre que c'est une rente et puis que ça coûte un pognon de dingue ou quelque chose comme ça. Il faut juste voir que ça rapporte quand même plus de 90 milliards à l'année et ça rapporte nettement plus que ça coûte. Donc quand l'immobilier ne va pas, l'État, je dirais, l'État du pays ne va pas. Et il faut bien comprendre que les investissements... Et les Français vont mal. Et les Français vont mal. Parce que c'est l'important, là, c'est qu'en fait, ils ne peuvent pas se loger tout court. Exactement. Les investissements d'aujourd'hui, ce sont les logements de demain. Donc quand on n'a plus d'investissement immobilier, quand on a plus d'incitation dans ce domaine-là, forcément, demain, il y aura moins de logements. On a déjà un déficit de logements. Et compte tenu de l'inertie de tout ça, si des bonnes mesures ne sont pas prises rapidement, on va vers un problème qu'on va avoir du mal à juguler à terme. Donc c'est extrêmement important de se saisir de ce sujet-là en concertation avec les professionnels, et pas seulement en matière de posture ou pour faire des communications, mais aussi de manière à agir efficacement.
Alors justement, diverses études, et elles sont nombreuses, elles expriment régulièrement le fait que pour les Français, posséder son logement, c'est rassurant, et notamment quand le contexte est compliqué, et pas seulement international, mais le contexte économique compliqué, même si par ailleurs aussi, ces mêmes Français considèrent qu'il est plus ardu de croire à la concrétisation de leur projet immobilier lorsque le contexte est difficile. Et donc, pour vous et selon vous, où en sont les Français côté moral en cette période ? Ah bah ils ont le moral en berne, c'est clair, avec tout ce qu'on entend à la radio ou à la télévision. Dès que vous allumez la radio ou la télévision, vous avez envie de l'éteindre, ou alors vous êtes stressé et vous continuez à l'écouter parce que vous avez peur d'une nouvelle catastrophe. Donc tout ça, c'est pas très engageant. Le logement... Oui, qu'en est-il de leur projet immobilier alors, le logement, l'immobilier, pour moi, et c'est pas moi qui le dis, c'est général, c'est un facteur d'apaisement social. Quand vous êtes propriétaire d'un chez vous, vous êtes beaucoup plus inséré dans la société que lorsque vous avez une précarité parce que vous payez un loyer tous les mois. Sachant que de toute façon, il faut dépenser de l'argent pour son logement. Autant effectivement acheter un logement que payer un loyer. Alors la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui voudraient acheter et qui ne peuvent pas. Même au taux actuel, les banques ne prêtent pas, tout simplement parce que vous avez un apport insuffisant. Donc ces gens-là, il faut les aider. Je rappelle qu'en France, on a 57% de propriétaires, ce qui n'est pas beaucoup. Ça veut dire qu'on en a encore sous le pied. Et je me rappelle de déclarations d'hommes politiques qui parlaient de France de propriétaires, mais c'est extrêmement important dans un pays qu'il y ait beaucoup de gens qui soient propriétaires et qu'il y ait une accession à la propriété qui soit facilitée. Et là, on ne parle pas de rente, on ne parle pas de pognon de dingue, on parle juste d'aider les Français moyens à avoir un chez eux qui soit pérenne, à l'abri des difficultés concernant la retraite, à l'abri de l'inflation, à l'abri de plein de choses. Donc c'est vraiment quelque chose qui est vraiment nécessaire, indispensable dans une société. Et pour les Français, être propriétaire, c'est important. Dans d'autres pays, la propriété n'est pas aussi valorisée ou importante. Alors, je sais, oui, alors j'ai pas, pour être tout à fait franc, j'ai pas mené une étude à ce sujet-là. Ceci dit, vous savez, les êtres humains, on les retrouve un petit peu des tendances qui sont toujours un peu les mêmes. Quand on est un chez-soi et puis qu'on se dit, bah ici c'est chez moi, j'ai un patrimoine, c'est plutôt positif que lorsqu'on n'en a pas. Donc je pense que c'est partout pareil. Alors effectivement, on a tous notre caverne en fait. Alors il y a des pays où effectivement on achète pour 99 ans, mais bon, tout ça, ça n'a pas vraiment d'impact parce que 99 ans, a priori, aujourd'hui, l'espérance de vie moyenne ne dépasse pas les 99 ans. Donc le problème, il ne se pose pas vraiment. Mais donc c'est extrêmement important, je pense, dans une société, d'avoir un chez-soi pérenne et de pouvoir affronter le quotidien avec sérénité. D'autant plus que le stress est un facteur extrêmement important de maladie ou de problèmes psychologiques, etc. Dans quelle situation mauvaise sommes-nous puisqu'on a parlé des difficultés à devenir propriétaire, mais on a aussi d'énormes difficultés désormais à être locataire, tout simplement. Exactement. Aussi. Oui. Exactement, parce que tout ça, ça a un impact, évidemment. Lorsque vous ne pouvez plus acheter, qu'est-ce que vous faites ? Vous restez locataire. Oui. Donc déjà, ça enlève un certain nombre de biens qui pourraient être disponibles à la location. Quand vous plafonnez des loyers qui effectivement, certes, sont élevés, mais sont élevés au regard de l'investissement que vous réalisez, notamment à Paris, puisque quand on investit à Paris, on ne recherche pas un rendement, on recherche un placement, c'est très clair. Et effectivement, c'est pour ça qu'il y a encore des gens qui investissent à Paris. Mais on n'a pas réglé le problème. Parce que si vous dites les logements sont trop chers, le loyer est trop cher, je plafonne les loyers, les gens ne vont plus investir dans le logement. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc on n'a pas réglé le problème. On a fait de la posture politique. On a réglé ponctuellement quelque chose en disant on va baisser le prix des loyers, mais on n'a rien réglé sur le fond. Régler sur le fond, ça veut dire inciter au logement privé, inciter beaucoup de Français à aller vers le logement privé. Dernière question, les banques commencent à réouvrir l'accès au crédit immobilier. Est-ce que vous pensez que cette information assez récente, au fond, va pouvoir aider à adoucir la crise actuelle et pouvoir aider les Français à nouveau pouvoir emprunter et accéder à la propriété. Qu'est-ce qui va se passer sur le marché immobilier en 2024 en fait ? Je l'espère. Oui. Je l'espère. Effectivement, les banques n'ont pas joué le jeu pendant un petit moment puisqu'elles ont une marge de manœuvre qu'elles n'utilisaient pas. Donc c'est un peu dommage. Il y a plusieurs raisons à cela. Puis je ne suis pas dans les chaussures des banques, bien évidemment. Mais les banques françaises sont traditionnellement assez frileuses. Et elles vont vers ce qui leur rapporte, chose qui est normale pour des banques. Ça reste une entreprise. Voilà, donc ça veut dire qu'effectivement, il faut quand même
donner des orientations, il faut quand même mettre des incitations en place, et on ne peut pas uniquement faire confiance à l'intérêt des banques, parce que sinon ça ne fonctionne pas comme ça. Surtout en France, on est quand même dans une économie qui est quand même un peu plus administrée que dans d'autres pays, et pour des bonnes raisons parfois, et parfois des mauvaises, mais bon, c'est le fonctionnement français. Donc on espère que 2024 va être une année meilleure, mais j'ai pas forcément d'inquiétude sur une catastrophe en 2024, puisque l'inflation a tendance à se stabiliser. Oui. C'est ce qu'on entend un petit peu partout, pas uniquement au niveau français, parce que là, effectivement, on pourrait douter, on pourrait se dire on est un village gaulois, mais non, là, c'est sérieux. Effectivement, on voit que l'inflation se calme un petit peu partout, donc on peut penser aussi que les taux de crédit vont suivre. On peut penser aussi que l'activité économique va peut-être un petit peu s'améliorer. En tout cas, on peut espérer en cela. Peut-être aussi qu'on va être entendu à un moment donné sur des mesures d'incitation, parce que là, on ne les a pas vues. On a vu le ministre Vergrit qui très, très, très gentiment est venu au congrès FNIM, de la FNIM, qui a priori entendu ce qu'on lui a dit. Est-ce que pour autant, le fait d'entendre va avoir des conséquences sur ses actions? Il n'en est pas vraiment maître, puisqu'on voit aujourd'hui qu'en fait tout se décide à Bercy et puis à l'Élysée. Eh oui. Alors dernièrement, dans ses dernières allocutions, il parle quand même d'un projet pour l'immobilier, pour le logement en tout cas, qu'il est en train de monter. Donc on attend. Alors j'ai entendu ce matin d'ailleurs que les arbitrages qu'il demandait n'étaient pas forcément toujours suivis des faits. J'ai entendu ça sur une radio. Donc voilà, on attend les actions, parce que là, la communication, les paroles, c'est bien, c'est très bien, ça précède tout, mais il faut que ça suive derrière. Bon, eh bien, on se retrouvera en 2024, alors on verra ce qui va se passer. Eh bien, avec plaisir. Et puis, restons optimistes quand même sur le logement. Le logement reste quelque chose d'extrêmement important. Acheter aujourd'hui est toujours une bonne opération. Il vaut mieux être propriétaire que locataire. Donc, continuez à acheter si vous le pouvez, bien évidemment. Merci beaucoup, Éric Allouche. Merci.